Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Devinez quoi, on poursuit toujours la lecture d'Elle et lui de George Sand. Et c'est sans plus attendre donc que je poursuis la lecture. En attendant, si vous venez de nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre canapé. Et puis pourquoi pas à nous saluer ou à nous faire l'amitié de nous laisser un petit commentaire via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Partons, dit Palmer. Oh, mon ami, je vous aime, répondit Thérèse en se jetant dans ses bras. Je sens maintenant combien vous êtes digne d'être aimé. Ils partirent à l'instant même. En une nuit, ils arrivèrent par mer à Livourne, et le soir, ils étaient à Florence. Ils trouvèrent Laurent dans une auberge, non pas mourant, mais dans un accès de fièvre cérébrale si violent que 4 hommes ne pouvaient le tenir. En voyant Thérèse, il reconnut et s'attacha à elle en lui criant qu'on voulait l'enterrer vivant. Il la tenait si fort qu'elle tomba par terre, étouffée. Palmer dut l'emporter dans la chambre, évanouie. Mais elle y revint au bout d'un instant, et avec une persévérance qui tenait du prodige, elle passa 20 jours et 20 nuits au chevet de cet homme qu'elle n'aimait plus. Il ne la reconnaissait guère que pour l'accabler d'injures grossières, et dès qu'elle s'éloignait un instant, il la rappelait en disant que sans elle, il allait mourir. Il n'avait heureusement ni tué aucune femme, ni aucun poison, ni peut-être perdu son argent au jeu, ni rien fait de ce qu'il avait écrit à Thérèse dans l'invasion du délire et de la maladie. Il ne se rappela jamais cette lettre dont elle eut craint de lui parler. Il était assez effrayé du dérangement de sa raison quand il lui arrivait d'en avoir conscience. Il eut encore bien d'autres rêves sinistres, tant que dura sa fièvre. Il s'imagina tantôt que Thérèse lui versait du poison, tantôt que Palmer lui mettait des menottes. La plus fréquente et la plus cruelle de ces hallucinations consistait à voir une grande épingle d'or que Thérèse détachait de sa chevelure et lui enfonçait lentement dans le crâne. Elle avait en effet une tête d'épingle pour retenir ses cheveux, à la mode italienne. Elle l'ôta, mais il continua à la voir et à la sentir. Comme il semblait le plus souvent que sa présence l'exaspéra, Thérèse se plaçait ordinairement derrière son lit avec le rideau entre eux. Mais aussitôt qu'il était question de le faire boire, il s'emportait et protestait qu'il ne prendrait rien que de la main de Thérèse. « Elle seule a le droit de me tuer, disait-il. Je lui ai fait tant de mal. Elle me hait qu'elle se venge. Ne la vois-je pas à toute heure sur le pied de mon lit, dans les bras de son nouvel amant? Allons, Thérèse, venez donc, j'ai soif. Versez-moi le poison. » Thérèse lui versait le calme et le sommeil. Après plusieurs jours d'une exaspération à laquelle les médecins ne croyaient pas qu'il pût résister et qu'ils notèrent comme un fait anormal, Laurent se calma subitement et resta inerte, brisé, continuellement assoupi, mais sauvé. Il était si faible qu'il allait le nourrir sans qu'il en eût conscience, et le nourrir à dose si minime pour que son estomac n'eût pas le moindre travail de digestion à faire, que Thérèse jugea ne devoir pas le quitter un instant. Palmer essaya de lui faire prendre du repos en lui donnant sa parole d'honneur de la remplacer auprès du malade, mais elle refusa, sentant bien que les forces humaines n'étaient pas à l'abri de la surprise du sommeil et que, puisqu'un miracle se faisait en elle pour l'avertir de chaque minute où elle devait porter la cuiller aux lèvres du malade, sans que jamais elle fût vaincue par la fatigue, c'était elle, non pas un autre, que Dieu avait chargé de sauver cette existence fragile. C'était elle, en effet, et elle le sauva. Si la médecine, quelque éclairée qu'elle soit, est insuffisante dans ces cas désespérés, c'est bien souvent parce que le traitement est presque impossible à observer d'une manière absolue. On ne sait pas assez ce qu'une minute de besoin ou une minute de plénitude peut apporter de perturbations dans une vie chancelante. Et le miracle qui manque au salut du moribond, c'est souvent le calme, la ténacité et la ponctualité chez eux qui le soignent. Enfin, un matin, Laurent s'éveilla comme d'une léthargie, parut surpris de voir Thérèse à sa droite et Palmer à sa gauche, lui tendit une main à chacun et leur demanda où il était et d'où il venait. On le trompa longtemps sur la durée de l'intensité de son mal, car il s'affecta beaucoup en se voyant si maigre et si faible. La première fois qu'il se regarda dans une glace, il se fit peur.
Dans les premiers jours de sa convalescence, il demanda Thérèse. On lui répondit qu'elle dormait. Qu'elle dormait. Il en fut très surpris. Elle est donc devenue cette Italienne, dit-il, qu'elle dort dans le jour. Thérèse dormit 24 heures de suite. La nature reprit ses droits dès que l'inquiétude fut dissipée. Peu à peu, Laurent apprit à quel point elle s'était dévouée à lui, et il vit sur sa figure les traces de tant de fatigue succédant à tant de douleur. Comme il était encore trop faible pour s'occuper, Thérèse s'installa près de lui, tantôt lui faisant la lecture, tantôt jouant aux cartes pour l'amuser, tantôt le menant promener en voiture. Palmer était toujours avec eux. Les forces revenaient à Laurent avec une rapidité aussi extraordinaire que son organisation. Son cerveau, cependant, n'était pas toujours bien lucide. Un jour, il dit à Thérèse avec humeur, dans un moment où il se trouvait seul avec elle, « Ah ça, quand donc ce bon Palmer nous fera-t-il le plaisir de s'en aller ?» Thérèse vit qu'il y avait une lacune dans sa mémoire et ne répondit pas. Il fit alors un travail sur lui-même et ajouta « Vous me trouvez ingrat, mon ami, de parler ainsi d'un homme qui s'est dévoué à presque autant que vous-même. Mais enfin, je ne suis pas assez vain ou assez simple pour ne pas comprendre que c'est pour ne pas vous quitter qu'il s'est enfermé un mois dans la chambre d'un malade fort désagréable. Voyons, Thérèse, peux-tu me jurer que c'est à cause de moi seule ?» Thérèse fut blessée de cette question à bout portant et de ce tu qu'elle croyait jamais retranché de leur inimitié. De leur intimité, c'est plus logique. Elle secoua la tête et tâcha de parler d'autre chose. Laurent céda tristement. Mais il y revint le lendemain et comme Thérèse, le voyant assez fort pour se passer d'elle, se disposait à partir. Il lui dit avec une surprise réelle « Mais où donc allons-nous, Thérèse ? Est-ce que nous ne sommes pas bien ici ?» Il fallait s'expliquer car il insistait. « Mon enfant, lui dit Thérèse, vous restez ici. Les médecins disent qu'il vous faut encore une semaine ou deux avant de pouvoir faire un voyage quelconque sans danger de rechute. Moi, je retourne en France puisque j'ai fini mon travail à Gênes et que mon intention n'est pas, quant à présent, de voir le reste de l'Italie. » « Fort bien, Thérèse, tu es libre. Mais si tu veux retourner en France, je suis libre de le vouloir aussi. Ne peux-tu m'attendre 8 jours ? Je suis sûre qu'il ne m'en faut pas davantage pour être en état de voyager. » Il mettait tant de candeur dans l'oubli de ses torts, et il était si enfant dans ces moments-là que Thérèse retint une larme prête à couler au souvenir de cette adoption, autrefois si tendre qu'elle était forcée d'abdiquer. Elle se remit à le tutoyer sans en avoir conscience et lui dit, avec le plus de douceur et de ménagement possible, qu'il fallait se quitter pour quelque temps. « Et pourquoi donc se quitter ?» s'écria Laurent. « Est-ce que nous nous aimons plus ?» « Cela serait impossible, reprit-elle. Nous aurons toujours de l'amitié l'un pour l'autre, mais nous nous sommes fait mutuellement beaucoup fait de peine, et ta santé n'en pourrait supporter davantage à présent. Laissons passer le temps nécessaire pour que tout soit oublié. »« Mais j'ai oublié, moi !» s'écria Laurent avec une bonne foi attendrissante à force d'être ingénu. « Je ne me souviens d'aucun mal que tu m'aies fait. Tu as toujours été un ange pour moi, et puisque tu es un ange, tu ne peux pas garder de ressentiment. Il faut me pardonner tout et m'emmener, Thérèse. Si tu me laisses ici, je périrai d'ennui. » Et comme Thérèse montrait une fermeté à laquelle il ne s'attendait pas, il prit de l'humeur et lui dit qu'elle avait tort de feindre une sévérité qui démentait toute sa conduite. « Je comprends bien ce que tu veux, lui dit-il. Tu exiges que je me repente, que j'expie mes torts. Eh bien, ne vois-tu pas que je les déteste ? Et ne les ai-je pas assez expiés en devenant fou pendant 8 ou 10 jours ? Tu veux des larmes et des serments comme autrefois ? À quoi bon ? Tu n'y croirais plus. C'est ma conduite à venir qu'il faut juger, et tu vois que je ne crains pas l'avenir puisque je m'attache à toi. Voyons, ma Thérèse, toi aussi tu es un enfant, et tu sais bien que souvent je t'ai appelée comme cela, comme je te voyais faire semblant de bouder. Penses-tu pouvoir me persuader que tu ne m'aimes plus quand tu viens de passer, enfermé ici, un mois sur lequel tu as été 20 nuits, 20 jours sans te coucher et presque sans sortir de ma chambre? Ne vois-je pas, à tes beaux yeux cerclés de bleu, que tu serais morte à la peine s'il n'eût fallu en passer davantage? On ne fait pas pareille chose pour un homme que l'on n'aime plus. » Thérèse n'osait prononcer ce mot fatal.
Elle espérait que Palmer viendrait rompre ce tête-à-tête et qu'elle pourrait éviter une scène dangereuse au convalescent. Ce fut impossible. Il se mit en travers de la porte pour l'empêcher de sortir, tomba à ses pieds et s'y roula avec désespoir. « Mon Dieu, lui dit-elle, est-il possible que tu me crois si cruel, si fantasque pour te refuser un mot que je pourrais te dire? Mais je ne le peux pas. Ce mot ne serait plus la vérité. L'amour est fini entre nous. » Laurent se releva avec rage. Il ne comprenait pas qu'il eût pu tuer cet amour auquel il avait prétendu ne pas croire. « C'est donc Palmer !» s'écria-t-il en brisant une théière avec laquelle il s'était machinalement versé de la tisane. « C'est donc lui! Dites, je le veux! Je veux la vérité! J'en mourrai, je le sais, mais je ne veux pas être trompée !» « Trompée !» dit Thérèse, en lui prenant les mains pour l'empêcher de se les déchirer avec ses ongles. « Trompée ! Mais de quel mot vous servez-vous là? Est-ce que je vous appartiens? Est-ce que, depuis la première nuit que vous avez passée dehors de Gênes, après m'avoir dit que j'étais votre supplice et votre bourreau, nous n'avons pas été étrangers l'un à l'autre? Est-ce qu'il n'y a de cela 4 mois et plus? Et croyez-vous que ce temps passé sans retour de votre part n'ait pas suffi à me rendre maîtresse de moi-même? » Et comme elle vit que Laurent, au lieu de s'exaspérer de sa franchise, se calmait et l'écoutait avec une curiosité avide, elle continua. « Si vous ne comprenez pas le sentiment qui m'a ramené à votre lit d'agonie et qui m'a retenu jusqu'ici, jusqu'à ce jour auprès de vous pour achever votre guérison par des soins maternels, c'est que vous n'avez jamais rien compris à mon cœur. Ce cœur-là, Laurent, dit-elle en frappant sa poitrine, n'est ni si fier, ni si ardent peut-être que le vôtre, mais vous l'avez dit vous-même souvent autrefois, il reste toujours à la même place. Ce qu'il a aimé, il ne peut pas cesser de l'aimer. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour comme vous l'entendez, comme vous m'en avez inspiré, et comme vous avez la folie d'en entendre encore, d'en attendre encore. Ni mes sens, ni ma tête ne vous appartiennent plus. J'ai repris ma personne et ma volonté. Ma confiance et mon enthousiasme ne peuvent plus vous revenir. Je peux disposer pour qui les mérite, pour Palmer, pour Palmer, si bon me semble. Et vous n'auriez pas une objection à faire, hein, vous qui avez été le trouver un matin pour lui dire « Consolez donc Thérèse, vous me rendrez service. » C'est vrai, dit Laurent en joignant ses mains tremblantes. J'ai dit cela, je l'avais oublié, je me le rappelle à présent. Ne l'oublie donc plus, dit Thérèse, qui se remit à parler avec douceur en le voyant apaisé. Et sache, mon pauvre enfant, que l'amour est une fleur trop délicate pour se relever quand on l'a foulée aux pieds. N'y songe plus avec moi, cherche-le ailleurs. Si cette triste expérience que tu as faite t'ouvre les yeux et modifie ton caractère, tu le trouveras le jour où tu en seras digne. Quant à moi, je ne pourrai plus supporter tes caresses, j'en serai avilie. Mais ma tendresse de sœur et de mère te restera malgré toi, et malgré tout. Ceci est autre chose, c'est de la pitié, je ne te le cache pas, et je te le dis précisément pour que tu ne songes plus à reconquérir un amour dont tu serais humilié aussi bien que moi-même. Si tu veux que cette amitié qui t'offense maintenant te revienne douce, tu n'as qu'à la mériter. Jusqu'à présent, tu n'en as pas eu l'occasion. Voilà qu'elle se présente, profites-en, quitte-moi sans faiblesse et sans aigreur. Montre-moi la figure calme et attendrie d'un homme de cœur au lieu de cette figure d'enfant qui pleure sans savoir pourquoi. Laisse-moi pleurer, Thérèse, dit Laurent en se mettant à genoux. Laisse-moi laver ma faute dans mes larmes. Laisse-moi adorer cette pitié sainte qui a survécu en toi à l'amour brisé. Elle ne m'humilie pas comme tu crois. Je sens que j'en deviendrai digne. N'exige pas que je sois calme. Tu sais bien que je ne peux pas l'être. Mais crois que je peux devenir bon. Ah, Thérèse, je t'ai connue trop tard. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt comme tu viens de le faire? Pourquoi viens-tu m'accabler de ta bonté et de ton dévouement, pauvre sœur de charité qui ne peut plus me rendre le bonheur? Mais tu as raison, Thérèse. Je méritais ce qui m'arrive. Et tu me l'as enfin fait comprendre. La leçon me servira. Je t'en réponds. Et si je peux jamais aimer une autre femme, je saurai comment il faut aimer. Je te devrai donc tout, ma sœur, le passé et l'avenir. Laurent parlait encore avec effusion lorsque Palmer rentra. Il se jeta à son cou et l'appelant son frère et son sauveur, et il s'écria en lui montrant Thérèse. « Ah, mon ami, vous rappelez-vous ce que vous me disiez à l'hôtel Meurice la dernière fois que nous nous sommes vus à Paris ?
Si vous ne croyez pas pouvoir la rendre heureuse, brûlez-vous la cervelle ce soir plutôt que de retourner chez elle. J'aurais dû le faire, et je ne l'ai pas fait. Et à présent, regardez-la. Elle est plus changée que moi, la pauvre Thérèse. Elle a été brisée, et pourtant elle est venue m'arracher à la mort, quand elle aurait dû me maudire et m'abandonner. » Le repentir de Laurent était véritable. Palmer en fut vivement attendri. À mesure qu'il s'y livrait, l'artiste l'exprimait avec une éloquence persuasive, et quand Palmer se retrouva seul avec Thérèse, il lui dit « Mon ami, ne croyez pas que j'ai souffert de votre sollicitude pour lui. J'ai bien compris. Vous vouliez guérir l'âme et le corps. Vous avez remporté la victoire, il est sauvé, votre pauvre enfant. À présent, que voulez-vous faire ?» « Le quitter pour toujours, répondit Thérèse, ou du moins ne le revoir qu'après des années. S'il retourne en France, je reste en Italie, et s'il reste en Italie, je retourne en France. Ne vous ai-je pas dit que telle était ma résolution ? C'est parce qu'elle est bien arrêtée que je retardais encore le moment des adieux. Je savais bien qu'il y avait une crise inévitable. Et je ne pourrais pas le laisser sur cette crise-là si elle était mauvaise. « Y avez-vous bien songé, Thérèse ?» dit Palmer, rêveur. « Êtes-vous bien sûre de ne pas faiblir au dernier moment ? J'en suis sûre. Cet homme-là me paraît irrésistible dans la douleur. Il arracherait la pitié des entrailles d'une pierre, et pourtant, Thérèse, si vous lui cédez, vous êtes perdue, et lui avec vous. Si vous l'aimez encore, songez que vous ne pouvez le sauver qu'en le quittant. »« Je le sais, répondit Thérèse. Mais que me dites-vous là donc, mon ami ? Êtes-vous malade, vous aussi ? Avez-vous oublié que ma parole vous était engagée ?» Palmer lui baisa la main et sourit. La paix rentra dans son âme. Laurent vint leur dire le lendemain qu'il voulait aller en Suisse pour achever de se rétablir. Le climat de l'Italie ne lui convenait pas, c'était la vérité. Les médecins lui conseillaient même de ne pas attendre les grandes chaleurs. De toute façon, il fut décidé que l'on se séparerait à Florence. Thérèse n'avait d'autre projet arrêté pour elle-même que d'aller où Laurent n'irait pas. Mais en le voyant si fatigué de la crise de la veille, elle dut lui promettre de passer à Florence encore une semaine afin de l'empêcher de partir sans avoir recouvré les forces nécessaires. Cette semaine fut peut-être la meilleure de la vie de Laurent. Généreux, cordial, confiant, sincère, il était entré dans un état de l'âme où il ne s'était jamais senti, même durant les premiers 8 jours de son union avec Thérèse. La tendresse l'avait vaincu, pénétré, on peut dire, envahi. Il ne quittait pas ses 2 amis, se promenant avec eux en voiture au Cassines, aux heures où la foule n'y va pas, mangeant avec eux, se faisant une joie d'enfant d'aller dîner dans la campagne en donnant le bras à Thérèse alternativement avec Palmer, essayant ses forces en faisant un peu de gymnastique avec celui-ci, accompagnant Thérèse avec lui au théâtre et se faisant tracer par Dick, le grand touriste, l'itinéraire de son voyage en Suisse. C'était une grande question de savoir s'il irait par Milan ou par Gênes. Il se décida enfin pour cette dernière voie, en prenant par Pise et Lucques, et en suivant ensuite le littoral par terre ou par mer, selon qu'il se sentirait fortifié ou affaibli par les premières journées du voyage. Le jour du départ arriva. Laurent avait fait tous ses préparatifs avec une gaieté mélancolique. Étincelant de plaisanterie sur son costume, sur son beau bagage, sur la tournure hétéroclite qu'il allait avoir avec un certain manteau imperméable que Palmer l'avait forcé d'accepter et qui était alors une nouveauté dans le commerce, sur le baragouin français d'un domestique italien que Palmer lui avait choisi et qui était le meilleur homme du monde, acceptant avec reconnaissance et soumission toutes les prévisions et toutes les gâteries de Thérèse, il avait les larmes plein les yeux, tout en riant aux éclats. La nuit qui précéda le dernier jour, il eut un léger accès de fièvre. Il en plaisanta. Le voiturin qui devait le conduire à petite journée était à la porte de l'hôtel. La matinée était fraîche. Thérèse s'inquiéta. « Accompagnez-le jusqu'à Spiezza, lui dit Palmer. C'est là qu'il doit s'embarquer, s'il ne supporte pas bien la voiture. C'est là que je vous rejoindrai le lendemain de son départ. Il vient de me tomber sur la tête une affaire indispensable qui me retient ici 24 heures. » Thérèse, surprise de cette résolution et de cette proposition, refusa de partir avec Laurent.
Je vous en supplie, lui dit Palmer avec quelque vivacité. Il m'est impossible d'aller avec vous. Fort bien, mon ami, mais il n'est pas nécessaire que j'aille avec lui. Si fait, reprit-il, il le faut. Thérèse crut comprendre que Palmer jugeait cette épreuve nécessaire. Elle s'en étonna et s'en inquiéta. Pouvez-vous, lui dit-elle, me donner votre parole d'honneur que vous avez effectivement une affaire importante ici? Oui, répondit-il, je vous la donne. Eh bien, je reste. Non, il faut que vous partiez. Mais je ne comprends pas. Je m'expliquerai plus tard, mon ami. Je crois en vous comme en Dieu. Vous le voyez bien. Ayez confiance en moi. Partez. Thérèse fit à la hâte un léger paquet qu'elle jeta dans le voiturin et elle y monta auprès de Laurent en criant à Palmer « J'ai votre parole d'honneur que vous venez me rejoindre dans 24 heures. » Et c'est ainsi que s'achève donc cette lecture d'Elle et lui de George Sand. Pour découvrir la suite, eh bien c'est tout simplement dans un instant sur C8 dans Voyage au bout de la nuit. A tout de suite.